Bonsoir et bienvenue à tous pour le début de cette cérémonie des Grands Prix des régions. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'appelle Jean-Marc Zulesi, député et président de la Commission du développement durable, à venir me rejoindre sur scène. Bonsoir. Alors, avant de vous laisser la parole, une toute petite règle pour l'ensemble des remettants, des lauréats. Veuillez vous placer sur la ligne, c'est pour les photos dans le magazine. Et c'est à vous. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Pas d'inquiétude parce que je sais que le suspense est à son comble. Je ne vais pas parler pendant 45 minutes, 1 heure, pas plus. Simplement pour dire quelques mots sur un sujet essentiel, c'est le rôle des régions. Le rôle des régions dans les politiques que nous menons depuis 2017. Toutes les politiques que nous menons, à savoir le pacte ferroviaire, la loi d'orientation des mobilités, climat résilience et récemment avec ma proposition de loi sur les services express régionaux métropolitains, rien ne pourra se faire, rien ne pourra se développer, en particulier dans ce que j'appelle moi le service après-vote, sans les régions. Si je vous prends l'exemple de la loi d'orientation des mobilités, 3 piliers importants: l'organisation des mobilités sur notre territoire national. Les régions sont considérées comme les chefs de file de la mobilité. Le volet innovation, lorsque nous parlons de data, lorsque nous parlons de développement de masse, de mobility as a service, les régions ont un rôle essentiel. 3e pilier, la décarbonation. Là aussi, que ce soit sur le déploiement de nos RER, que ce soit sur la décarbonation de nos bus, de nos cars, les régions ont un rôle essentiel. À nous de faciliter le travail des régions en lien avec les élus régionaux, à nous d'accompagner aussi financièrement cette ambition. Je pense notamment que nous aurons un débat assez intéressant sur l'avenir du versement mobilité dans les mois à venir. Et à nous aussi de travailler main dans la main sur un sujet, vous le savez, qui me passionne, les services express régionaux métropolitains, avec 2 enjeux très importants. Le premier enjeu, c'est le sujet de la labellisation de ces services express régionaux métropolitains, où là aussi, les régions jouent un rôle essentiel. Et là, le deuxième sujet, c'est le sujet du financement. Je le dis d'autant plus que j'ai face à moi un ancien ministre des Transports, des parlementaires, et on aura l'occasion dans les semaines à venir, fin du mois, de se réunir pour travailler sur les sujets de financement des services express régionaux métropolitains, où là aussi, Région de France sera à la table des discussions pour porter haut des solutions de financement et tout simplement avoir une ambition forte sur ces sujets de services express régionaux métropolitains, très bien résumé dans la table ronde précédemment, puisque le sujet, c'est la multimodalité, comment redynamiser notre ossature ferroviaire et développer la mobilité du quotidien. Je ne serai pas plus long, puisque vous attendez tous que nous annoncions les différents lauréats. Un très grand merci à vous et comptez sur ma détermination pour porter haut les sujets de transport du quotidien. Avant de démarrer les hostilités, j'appelle maintenant Frédéric Desmarquettes, directeur général du groupe La Vie du Rail, à me rejoindre sur scène. Merci, monsieur le député. Merci, monsieur le député. Bonsoir, chers amis. Merci d'être venus encore ce soir à cette 14e édition des Grands Prix des régions. Les thèmes de la décarbonation, de l'intermodalité renforcée, des nouvelles politiques tarifaires, d'une billettique plus intégrée et des grandes campagnes d'information innovantes ont inspiré les régions dans leur politique de transport cette année avec un énorme succès, puisque les voyageurs n'ont jamais été aussi nombreux à utiliser les TER. Cette 14e édition des Grands Prix des régions met en avant toutes ces initiatives réussies. En tout, 9 prix seront décernés ce soir, dont 7 prix thématiques évalués par notre panel d'experts, et le Grand Prix du tourisme ferroviaire remis par l'UNECTO et le Grand Prix des régions décerné par notre rédaction. Avant de rendre la parole à Nicolas et de dévoiler les lauréats, je souhaiterais remercier
nos intervenants de la table ronde et après aussi, et nos partenaires qui sont Keolis, la SNCF Carré Connexion, Transdev, SNCF Voyageurs, Lunecto et Matawan. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un verre de l'amitié aussi. Merci beaucoup et bonne soirée. Merci Frédéric. Nous passons donc au premier prix de cette cérémonie avec le prix Pôle d'échange. Entre en compétition cette année la région Bretagne et la région Sud. Et pour remettre ce prix, j'appelle Didier Cazel à remonter sur scène. Didier Cazel, directeur général adjoint du groupe Keolis. Bonsoir, rebonsoir. Oui, sur la ligne. Avant de vous donner la parole, on va révéler qui est ce premier lauréat. Et c'est donc la région Sud pour la gare TER avec la région Sud. Ah. Alors, attendez, je m'écarte un petit peu. Avant de vous laisser la parole, Jean-Pierre Cérus, Didier Cazel, vous faisiez état l'année dernière, ici même, d'un marché en tension au sujet des conducteurs de bus et cars, même si vous constatiez une embellie par rapport à la situation post-Covid. Comment se présente la prochaine rentrée scolaire et quelles actions avez-vous entreprises en faveur de l'embauche de ces conducteurs ? Oui, c'est vrai, la situation et la rentrée a été très difficile il y a 2 ans, elle a été difficile il y a 1 an. Je pense qu'aujourd'hui, pour la prochaine rentrée, on est relativement confiant sur notre capacité à assurer qu'on a vraiment les services scolaires en particulier, grâce à une meilleure situation de l'emploi, clairement. Alors, il y a toujours des zones de tension, hein, je pense aussi au Mosellan près du Luxembourg, mais globalement, ça va mieux. Alors évidemment, tout ça reste très fragile, il ne faut surtout pas relâcher toutes les actions qui ont été menées, et j'en profite pour vraiment remercier toutes les régions qui ont vraiment soutenu très fortement la profession, par des opérations de communication, des salons d'emploi, de la communication voilà, de tous ordres, et aussi hein, sur du financement de formation pour le titre professionnel, et ces actions portent leurs fruits. Alors c'est vrai que cette situation critique, il y a 3 ans, nous avait amené à réfléchir sur l'attractivité du métier de conducteur, et il y a eu beaucoup de travail pour essayer de comprendre ce qui pêchait et comment on pouvait améliorer les choses. Et je pense qu'on a travaillé au-delà de tout ce qui a été fait hein, en accompagnement avec les régions, mais aussi sur les conditions d'exercice du métier, et en particulier la meilleure compréhension des contraintes, et notamment pour aller vers des organisations du travail qui collent un peu plus aux contraintes individuelles. On a aussi travaillé sur la qualité de l'intégration des nouveaux embauchés conducteurs qui sortent de l'école, sur la relation managériale de proximité avec fréquence de contact plus importante, et aussi, je pense, au travers de la branche, sur des évolutions de rémunération voilà, assez significatives. Voilà. Et donc tout ça, je pense, a contribué à une amélioration de la situation de l'emploi qui, encore une fois, est très fragile, mais on est plus optimiste. Merci Didier Cazel. Jean-Pierre Cérus, c'est un beau pôle multimodal qui a la particularité d'être également démontable pour accueillir votre future gare TER TGV. Quelques mots déjà pour commenter cette victoire, et puis comment s'inscrit-elle dans votre projet global ? Bon, d'abord des mots d'excuse pour le faire à distance. Vous savez qu'avec le président Muselier, nous sommes très attachés à ce prix, et nous sommes vraiment désolés que je ne puisse assister à cette 14e cérémonie. Nous sommes très heureux d'être lauréat d'un prix sur le pôle d'échange qui est vraiment évidemment le symbole de l'intermodalité. Ce pôle d'échange, alors il est à Nice, Saint-Augustin, on parle de Saint-Augustin, il est à Nice, Saint-Augustin, il n'est pas démontable par plaisir, il est démontable pour la simple et bonne raison que nous allons avoir le projet de la ligne nouvelle Provence-Côte d'Azur
qui va continuer à se développer et que ce pôle d'échange absolument essentiel sur notre ligne de TER sur la Côte d'Azur devra évidemment être agrandi, adapté aux normes de la ligne nouvelle. Nous voulons partager, et je veux vraiment insister là-dessus, mon ami Jean-Marc Zulesi le sait, il n'y a pas de pôle d'échange, il n'y a pas de multimodalité sans le partage entre les différentes autorités. Et vraiment, nous voulons partager cette distinction avec la métropole de Nice-Côte d'Azur, avec nos partenaires, que ce soit SNCF Réseau, SNCF Gare et Connexion, les opérateurs qui opèrent sur la gare routière. Ce pôle d'échange, évidemment, il est démontable pour les raisons que je viens d'indiquer, mais il est surtout très emblématique de la richesse de l'intermodalité, puisqu'à 700 mètres de l'aéroport, nous avons un pôle d'échange dans lequel il y a 2 lignes de tramway, évidemment de très nombreuses lignes de la métropole d'autocars et les lignes toutes décarbonées du réseau azuréen de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il y a également tout ce qu'il faut en termes de mode actif et en particulier elle a une place très importante donnée à la marche et au vélo. Voilà, je voulais vraiment insister sur le partage de cette distinction, parce que l'intermodalité, c'est le travail en commun, et bravo aux initiatives législatives. Merci encore une fois, Jean-Marc Zulesi. Jean-Marc, on se tutoie puisque nous sommes voisins. Ma commune de la Roque-d'Enterron est toute proche de ta circonscription. Merci pour ces textes législatifs qui ont organisé ce travail en commun, que ce soit la LOM, que ce soit les services express régionaux métropolitains, et vive l'intermodalité. Et merci à vous, Jean-Pierre Cérus. Didier Cazel, je vous laisse remettre le trophée à David Ergotte qui est là pour représenter Jean-Pierre Cérus pour la région. Et je vous invite tous deux à rejoindre notre photocall qui se trouve juste ici pour une petite photo souvenir. Notre deuxième prix de cette cérémonie qui récompense un vecteur de communication à destination des voyageurs, c'est le prix de la notoriété. Pour ce prix, 4 initiatives, 2 pour la région Normandie, 1 pour la région Bourgogne-Franche-Comté et 1 pour la région Sud. Pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Marc Zulesi, député et président de la commission du développement durable, à nous rejoindre à nouveau sur scène. Et sans plus attendre, le lauréat est la région Normandie pour sa campagne avec des influenceurs en tête de ligne. Pour recevoir ce prix, j'appelle à nous rejoindre sur scène Didier Pastan, adjoint au directeur général adjoint en charge des transports et de l'aménagement du territoire de la région Normandie, et Magali Rago-Adjali, directrice adjointe des mobilités et infrastructures à la région Normandie également. Eh bien, je vais passer le micro à Magali. Oui. Alors, Jean-Marc Zulesi, tout d'abord, juste un petit mot pour la Normandie. Bien, écoutez, félicitations. Bravo pour ce magnifique prix. Et en lien avec ce que je disais tout à l'heure, je crois que c'est par les régions aussi qu'on peut arriver à faire aimer la mobilité et en particulier les alternatives à la voiture. Donc, un très grand merci à vous et bravo pour tout le travail réalisé. Je crois qu'on peut les applaudir une nouvelle fois. Merci. Magali Rago-Adjali, c'est une campagne de communication d'envergure qui est récompensée ce soir dans le but de créer une dynamique rythmée tout au long de l'année, dans la sphère familiale également, sur votre engagement auprès de l'écologie, de la transition écologique et bien sûr de donner envie à la population, aux usagers de découvrir votre région. Est-ce que vous pouvez commenter déjà cette campagne et puis votre victoire bien sûr ? Donc effectivement, le sujet était, on a parlé un peu tout à l'heure des choses qui n'allaient pas, c'était de faire connaître celles qui fonctionnaient bien.
de donner envie de train, en fait. Et notre vice-président et notre président, qui ne peuvent pas être là ce soir et s'en excusent, nous avaient demandé de vraiment avoir une campagne décalée et de donner envie de train et de chasser les idées reçues sur le train. Donc il y a eu une campagne, on a 2 candidatures, une campagne sur les idées reçues avec, nous circulons actuellement avec 0 minute de retard, enfin des messages assez forts parce que finalement les indicateurs de qualité étaient bons. Et les citoyens restaient avec une image du train relativement dégradée. On avait du mal à faire comprendre que le train avait progressé et que les indicateurs étaient au rendez-vous. Et donc, en parallèle de cette campagne de communication sur un peu décalée, on a eu aussi tout un travail sur Instagram avec des influenceurs à l'initiative des équipes SNCF, notamment, que je remercie parce qu'ils sont beaucoup investis sur ces sujets-là. Je vois que c'est la Bretagne qui nous applaudit. J'aimerais bien qu'on le note quand même parce que... C'est pas toujours le cas entre la Bretagne et la Normandie. Et donc effectivement, ces campagnes, elles ont l'avantage avec les influenceurs de travailler sur du vécu, de l'authentique, c'est-à-dire que ce sont vraiment des personnes qui font les voyages en train, qui les partagent avec leur communauté. Et donc c'est une façon de communiquer totalement différente. C'est pas tellement ni l'opérateur ni la région qui parlent, ce sont vraiment des gens qui ont fait l'expérience du train. Et donc grâce à ça, on a augmenté effectivement à la fois nos nombres d'abonnés Instagram, et je pense qu'on est la première région, si mes informations sont bonnes, en nombre d'abonnés Instagram. Et on va continuer, puisqu'en fait, là, on a un partenariat, vous pouvez regarder sur le compte Instagram Train Nomade, avec un Écossais. Donc on va à l'international maintenant pour faire connaître le train dans nos régions. Merci beaucoup. Je vous laisse rejoindre tous les 3 notre photocall pour une petite photo. Parfait, très bien, on va... Nous passons désormais au prix de la gare de l'année, qui met en avant une gare qui, l'an passé, a été la meilleure ambassadrice de sa région. Et pour ce prix, les nominés sont la région Occitanie et la région Nouvelle-Aquitaine. Pour remettre ce prix, j'appelle Eliane Barbosa, directrice exécutive des gares parisiennes et régionales chez Gares & Connexions, à me rejoindre sur scène. Bonsoir. Bonsoir. Sans attendre, le lauréat est la région Occitanie pour la gare de Figeac. Et pour recevoir ce prix, Jean-Luc Gibelin devait être des nôtres et n'a pas pu venir ce soir. Je vous laisse donc la parole un petit peu plus rapidement que prévu. Il est derrière vous. Eh bien, c'est autant pour moi. Jean-Luc Gibelin, pardon, bonsoir. Bonsoir. Avant de vous donner la parole, Eliane Barbosa, 5 ans après l'incendie qui a détruit une grande partie du bâtiment voyageur de cette gare, le Phénix renaît de ses cendres et se transforme en un beau pôle d'échange multimodal. Est-ce que vous pouvez commenter cette belle victoire de la région ? Alors, on est ravis ce soir de remettre ce prix au vice-président de la région Occitanie. Et c'est lui qui va en parler le mieux, puisque la région a investi de façon très importante sur cette gare, vous le disiez, qui a subi un incendie en 2018. Donc nous, on est très ravis aujourd'hui de remettre ce prix et qui consacre, qui remet la gare de Figeac avec ses fonctionnalités bien sûr ferroviaires, mais aussi sur lesquelles il y a eu un beau projet de maison de région mis en place. Mais je vais laisser le vice-président en parler. En tout cas, on est ravis pour le territoire et pour la région d'Occitanie. Merci Eliane Barbosa. Jean-Luc Gibelin, la gare de Figeac a repris du service après ses travaux de longue haleine suite à un incendie en 2018. La reconstruction qui est faite dans le cadre de votre démarche durable d'Occitanie. Qu'est-ce que la nouvelle gare permet d'apporter aux voyageurs ? Bonjour à tout le monde. Elle permet d'apporter, comme ça vient d'être indiqué, un véritable pôle d'échange multimodal. Donc elle remplit évidemment les fonctions de gare. Il a été possible aussi de réinstaller les fonctions qui étaient indispensables pour SNCF Réseau. Mais comme cela vient d'être indiqué, ça nous a permis aussi d'installer une maison de ma région dans les locaux, d'avoir une salle de réunion pour les associations de la ville de Figeac.
et puis un parvis et une organisation de la gare qui en fait un vrai lieu de vie, un vrai lieu de rencontre. Lors de l'inauguration, et j'ai eu l'occasion d'y retourner ensuite, j'ai pu constater à quel point la population de Figeac attendait cela avec beaucoup d'espoir, avait été beaucoup marquée par l'incendie, mais appréciait depuis d'avoir un bâtiment et des fonctionnalités tout à fait adaptées. Merci Jean-Luc Gibelin. Je vous laisse rejoindre avec le prix le protocole. Exactement, mais on va vous le faire parvenir, Monsieur Gibelin, ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, je vous remercie. Merci à vous. Passons donc au prochain prix, celui de l'innovation qui récompense l'innovation dans des domaines divers, la mobilité, la billettique, les systèmes d'information, d'exploitation, voire des matériels roulants ou des aménagements extérieurs. Pour ce prix, deux nominés, la région Occitanie et la région Bretagne. Pour ce prix, pas de remettant, et le lauréat est la région Bretagne. Merci. Je vais le partager. Bonsoir. Michael Carnez, la saturation en gare de Rennes n'était pas compatible, avec l'augmentation de l'offre de transport qui était prévue par vos services pour les prochaines années, notamment dans le cadre de la mise en place du futur CERM breton, dont vous avez parlé un petit peu précédemment. C'est là qu'intervient votre dispositif de train sur la même voie. Je vous laisse la parole pour nous en parler. Oui, il s'agit de notre dispositif, puisque vous avez Monsieur Etef de SNCF Réseau, qui est à mes côtés aujourd'hui, directeur régional de Bretagne, mais qui est, je crois, l'inventeur de ce dispositif en France. Donc la paternité lui revient. Et puis je tiens à saluer aussi Magali Evert, qui a salué fortement les Normands, mais qui est maintenant bretonne. La directrice régionale de SNCF. Non, ça a été dit tout à l'heure, c'est la volonté du Conseil régional de Bretagne avec Rennes Métropole, puisque la gare de Rennes est la gare des Bretons, et on sait évidemment tous les travaux que nous devons y réaliser dans les années à venir pour éviter la saturation et faire en sorte que les trains puissent circuler partout en Bretagne. Dans les objectifs que nous étions fixés, que nous sommes fixés, on a dit de décarbonation, 20% de trains kilomètres supplémentaires à horizon de 2030, 50% à horizon de 2035 et 100% à horizon de 2040. Donc ce sont des enjeux extrêmement importants que le Conseil régional de Bretagne a bâti, notamment avec Rennes Métropole, avec SNCF Réseau et avec SNCF Terre. Et ça a été un très gros travail avec l'État également en Bretagne. Et quand vous avez des objectifs de cette nature, vous avez deux manières d'agir, soit faire des travaux extrêmement conséquents. Ça a été un temps imaginé pour la gare de Rennes, et la facture en a désespéré plus d'un, je crois. Il y a la possibilité évidemment d'acheter des matériels roulants, c'est un autre sujet. Et puis ensuite, on a de la chance d'avoir le génie créatif à la française et des propositions qui nous sont faites. Et à un moment donné, au lieu d'investir des centaines de millions d'euros, eh bien vous vous retrouvez avec une innovation comme celle-ci à 12 millions d'euros, de trains sur la même voie, financés et par le Conseil régional de Bretagne et par Rennes Métropole. Et c'est ça qui nous permet d'être au rendez-vous de 2030 et de faire en sorte que nous allons contribuer aux 20% de trains kilomètres supplémentaires. Et donc ça permet d'irriguer toute l'étoile rennaise. Et je le dis, l'étoile rennaise, ça monte quand même jusqu'à Saint-Brieuc, ça va jusqu'à Vannes et ça va jusqu'à Vitré. Donc c'est quelque chose de très très important. C'est la première étape du renfort d'offre, puisque la seconde va arriver en Bretagne Sud et la troisième en Bretagne Nord. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est la capacité que nous avons à agir ensemble. Donc deux trains sur la même voie, c'est une innovation, la première en France. Je pense qu'elle existe dans d'autres pays, mais c'est la première en France et nous en avons bénéficié. Et pas plus tard que tout à l'heure en venant, nous avions bien deux trains sur la même voie. Il a fallu juste être attentif à ne pas se tromper de train. D'où tout le travail qui a été fait là,
qui est exceptionnel, et d'où le travail qui est fait sur les quais pour que vous sachiez parfaitement quel train vous avez à emprunter. C'est ça qui permet de faire le renfort d'offres. En tous les cas, merci à SNCF Réseau et à M. Etève de nous avoir accompagnés. Merci à vous. Et bravo à la région Bretagne. Je vous laisse tous deux rejoindre notre photocall pour la petite photo souvenir. Passons au prochain prix, celui du tourisme ferroviaire, qui récompense une initiative ou une réalisation qui a permis la valorisation des chemins de fer touristiques. C'est un prix un petit peu spécial puisqu'il est choisi par l'UNECTO, l'un de nos partenaires. Et pour remettre ce prix, j'appelle Claude Steinmetz, président de l'UNECTO, Dominique Bussereau, ancien ministre des Transports et administrateur de l'UNECTO, et Michel Joindeau, président du Napoléon Express, à nous rejoindre sur scène. Sans plus attendre, le lauréat. J'invite l'UNECTO à s'exprimer sur l'œuvre touristique. L'UNECTO œuvre à préserver le patrimoine ferroviaire en favorisant le développement du tourisme dans la région. Tout d'abord, quelques mots sur les raisons qui ont poussé l'UNECTO à choisir en tant que lauréat la région Bretagne. Puis je vous propose de développer sur le rôle nécessaire de l'UNECTO auprès des régions. Donc quelques mots effectivement sur l'UNECTO, si vous voulez bien, et je passerai la parole à Dominique Bussereau. Chacun avec ses mots, on va vous présenter l'UNECTO. Donc l'UNECTO, en quelques chiffres, c'est 100 chemins de fer touristiques en France, répartis sur l'ensemble du territoire, ancrés sur le territoire, avec 3500 bénévoles, 800 salariés, hommes et femmes. Il n'y a pas encore la parité, mais on s'y emploie. Renouvellement au niveau des générations, très important à dire. On exploite donc des chemins de fer touristiques sur 1200 km de voies, l'équivalent, monsieur le président, j'allais dire, d'une région comme la région Sud ou la région Bretagne. Donc 1200 km de voies avec l'infrastructure, la signalisation, bref, très important. Également les musées. Alors les musées qui peuvent être anecdotiques, comme la Cité du Train, dont vous voyez effectivement Cité du Train qui recoupe et qui recouvre l'ensemble du patrimoine national, géré par l'opérateur historique. Très honnêtement, une implication forte de bénévoles qui portent, mais pas que des bénévoles, pas que des associations. Il y a également des grands groupes, Transdev, qui est impliqué dans ces chemins de fer touristiques à travers le panoramique des Dômes, qui est significatif, mais pas le seul en France. Il y a le Menton Vert, le train de la Mure, le train de la Rune, effectivement des trains de chemin de fer importants et des chemins de fer en Bretagne, où on en a un certain nombre. Mais voilà en quelques chiffres les éléments que je pouvais donner. Dominique, à toi la parole, si tu veux bien. Simplement, bonsoir à toutes et à tous. Simplement pour compléter ce qu'a dit Claude, ces chemins de fer, ça ne fonctionne qu'en lien avec les collectivités locales. Cette semaine, j'avais une réunion avec Jean-Pierre Cérus, qui, on a vu tout à l'heure, vice-président de la région Sud, pour parler d'un train touristique, celui du Var. Évidemment, c'est pas la région qui fera circuler des TER, mais ça intéresse la région qu'on puisse garder une ligne en service et qu'elle puisse prendre une unité touristique. Moi, j'ai été longtemps président du département de la Charente-Maritime, nous avons le train des Mouettes, président de l'Assemblée des départements de France, et j'ai vu à quel point les collectivités, les régions, dont on parle beaucoup aujourd'hui à juste titre, les départements, les intercos, avaient besoin de ces chemins de fer. Dans le département de la Charente-Maritime, je dis toujours, on a 4 objets magnifiques. Le Fort Boyard, qui nous appartient et qui est l'émission de télévision certainement la plus ancienne et vendue dans le monde entier. Le vaisseau l'Hermione, les tours de La Rochelle que tout le monde connaît, et le chemin de fer touristique, parce que maintenant, avec plus de 45 000 voyageurs chaque année, une augmentation de 5 000 voyageurs environ, c'est devenu un atout touristique important du département. Donc c'est un travail des collectivités, des bénévoles et de toutes celles et tous ceux qui font tourner ces chemins de fer touristiques. Merci Claude Steinmetz, merci Dominique Bussereau et merci à l'UNECTO. Michael Kernez,
La Bretagne, c'est une destination touristique majeure. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la manière dont vous favorisez ces lignes de chemin de fer touristiques et comment est-ce que vous les intégrez en tant que structure ou en tout cas participation à une offre structurante touristique? Ça a été dit en quelques mots tout à l'heure, même si on n'a pas insisté beaucoup sur la nécessité du maillage territorial. Et c'est ce qui fait la cohésion sociale d'un territoire et la possibilité des mobilités du quotidien pour chacun d'entre nous. Et depuis de très très nombreuses années, il y a de très gros efforts qui ont été faits en Bretagne. Nous allons les poursuivre concernant ce qu'on appelle les LDFT, les lignes fines de territoire. Et c'est celles-ci qui emportent la possibilité très souvent d'avoir une offre touristique qui est vraiment plébiscitée. Donc il y a un gros travail fait par les collectivités. Nous contractualisons dans le cadre des CPER, et nous allons le faire encore sur des lignes importantes. On parlait de la Carré-Guingamp tout à l'heure, mais il y a des vrais sujets encore en Bretagne relatifs à celle-ci. On parle des travaux qu'on va faire pour le tire-bouchon, donc Auray-Quiberon, et puis il y a d'autres projets qui sont attendus. On a des études entre Morlaix et Roscoff. Enfin voilà, le maillage des lignes fines de territoire, ça c'est la responsabilité de l'État et de notre collectivité, avec les collectivités territoriales, de se questionner, de savoir si oui ou non elles ont un avenir voyageur, parfois du fret aussi, on n'en parle pas ou peu et peut-être pas assez, parfois du fret, et puis parfois ça peut emporter une dimension touristique plébiscitée. Et ça c'est le travail fait par des amoureux qui consacrent à mon avis beaucoup de temps et d'énergie. Moi j'ai eu le bonheur d'aller à Carhaix il y a quelques mois, gare de Carhaix, il y a des passionnés qui travaillent matin, midi et soir sur une machine à vapeur qui est tout à fait exceptionnelle. Et donc on voit bien qu'il y a là une alchimie entre l'État, qui a des responsabilités concernant les lignes fines de territoire, les collectivités territoriales, la région en tête, ensuite des groupes industriels qui peuvent nous soutenir, et puis une offre touristique qu'il s'agit de rendre cohérente et de rendre lisible. Et donc le vapeur du Trieux qui va retrouver le chemin de Sérail. Voilà, on a évidemment d'autres possibilités, d'autres offres entre Pontivy et Auray également. Et c'est vrai que l'été, c'est plébiscité et je pense qu'il faut continuer à œuvrer et faire en sorte que ces lignes fines de territoire puissent recevoir aussi cette capacité à accueillir dans de bonnes conditions les Bretonnes et les Bretons qui veulent mieux connaître leur région. Et puis les touristes, évidemment. La Bretagne est une grande région de tourisme, comme la plupart et comme toutes les régions de France. Merci, Michael Kernez. Bravo à la région Bretagne. Et... Oui. Donc, quelques mots sur l'association. Donc, moi, je suis le président, non pas du Napoléon Express, mais de l'association des chemins de fer du Centre-Bretagne, qui exploite le Napoléon Express, c'est le nom du service. Pardon. Et c'est pas grave, c'est pas grave. Et nous circulons donc sur la ligne, comme il a été dit, sur la ligne de Pontivy à Auray, qui est une ligne réservée au trafic fret et sur laquelle, dans le cadre du décret qui fixe les missions de SNCF Réseau, nous avons la possibilité, au travers d'une convention signée entre SNCF Réseau, les 4 collectivités riveraines de la ligne et nous-mêmes, nous avons la possibilité d'utiliser la ligne pendant les périodes où elle n'est pas utilisée par le trafic fret. Alors je voudrais d'ailleurs à ce sujet vraiment me féliciter de la collaboration que nous avons au jour le jour avec les équipes de SNCF Réseau, notamment le bureau régional, parce que nous partageons totalement l'idée de valoriser l'infrastructure lorsqu'elle n'est pas utilisée pour le fret en y faisant circuler les trains touristiques. Également les relations excellentes que nous avons avec SNCF Voyageurs, parce que nous avons des conventions de mise à disposition de matériel, faisons aussi des voyages à longue distance sur le réseau ferré national, donc on n'a aucun problème de ce côté-là. Sur notre association, nous conservons, nous restaurons, nous remettons en état, nous exploitons des autorails, uniquement des autorails, il n'y a pas de vapeur, des autorails historiques qui vont de 1952 à 1986. Bon. Tout l'été, nous faisons les circulations entre Pontivy et Lambel-Camor. Maintenant, nous allons aller jusqu'à Auray certains jours. Et puis, nous faisons parfois les circulations sur le réseau ferroviaire. Et un dernier point que je voudrais dire, c'est que dans cette affaire, donc une association de bénévoles, on est environ une centaine, on a une trentaine de personnes qui sont très actives. Donc, ça ne tourne que sur le bénévolat. On fait 7 ou 8 voyageurs par an, et c'est intéressant de voir que pour nos clients, non seulement on leur permet de découvrir les paysages
de la vallée du Blavet, mais également, et là je pense qu'on touche un peu l'objet de cette réunion de ce soir aussi, on leur permet de mieux connaître le train. Parce que moi je suis frappé, on a quand même moi je suis un grand défenseur du train, je prends le train et je vois beaucoup des enfants qui viennent et qui n'ont jamais pris le train. Bon, ben, qui sont chez nous, dans un train, qui est un train à l'ancienne, dans lequel en plus on voit des choses qu'on ne voit pas, même pour les adultes. Les gens voient un conducteur, on voit la voie, on voit un certain nombre de métiers. Et ça, c'est très très positif. Et je pense qu'on apporte une petite goutte d'eau à la fréquentation du ferroviaire. Et peut-être de futurs fans du ferroviaire parmi ses usagers. Je vous laisse tous quatre rejoindre notre photocall pour une petite photo de famille. Et bravo à la région Bretagne. Nous passons au prix du développement durable qui récompense les transports publics, en particulier ferroviaires, qui sont souvent présentés comme l'alternative aux autres modes. Pour ce prix, les nominés sont la région Normandie et la région Centre-Val de Loire. Et sans plus attendre, le lauréat est la région
la région sur le réseau des cars Rémi. Est-ce que vous pouvez déjà nous en dire un petit peu plus, et puis plus largement, comment est-ce que vous travaillez avec les autres régions de France ? Alors déjà, bravo à la région Centre-Val de Loire, parce que c'est un prix qui est très important, c'est celui qui est lié à la décarbonation. Je crois, sans dire de bêtises, que l'objectif de décarbonation dans le transport, il doit être de moins 30% aux alentours de 2030. Et là, la région a pris un engagement extrêmement fort pour verdir sa flotte, pour rétrofiter notamment un certain nombre de véhicules, passer à l'électrique. Vous allez nous expliquer tout ça, mais il faut forcément une volonté politique et un engagement fort pour gérer cette transition écologique, et vous la menez, donc bravo et félicitations à vous. Après, ce prix, il a une saveur un peu particulière pour nous, parce que vous avez été la première région à nous faire confiance sur le transport scolaire en 2018, et on a équipé donc sur la partie billettique et numérique la région dès 2018. Donc merci aussi à vous pour votre confiance. Merci Jérôme Trédan. On peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Et Philippe Fournier, vous avez fixé à 2028 la fin du diesel sur vos 150 lignes régulières de cars Rémi, donc pour verdir vos services de transport. Où est-ce que vous en êtes actuellement et vers où on se dirige ? Alors déjà, vraiment être heureux d'avoir ce prix et que vous nous le remettiez, parce que juste, je suis très bavard, en plus je suis très en retard. Il y avait un train, mais c'est un train de fret qui a arraché la caténaire, donc désolé du retard, mais le réseau Rémi a bien circulé, a bien rattrapé un peu de retard. En 2018, quand on a repris le transport scolaire, parce que je crois que c'est important, on a vu une start-up de Mâcon, on est allé à Mâcon, voir une start-up qui pouvait nous donner une offre de billettique embarquée légère, et on a travaillé ensemble, et je crois que vous avez grandi avec nous, et on a grandi avec vous, et un grand merci. Sur notre flotte de transport routier, on avait deux solutions, soit faire de la communication et faire une politique d'échantillon. On allait commander 5 cars hydrogène, comme beaucoup le font. Alors, je cite pas de nom, bien sûr, mais si vous voulez, j'en ai. Où on se lançait franchement dans une vraie révolution, et avec plusieurs étapes. La première étape, vous l'avez dit, 2028, sur nos 550 cars sur les lignes régulières de la région Centre-Val de Loire, il n'y aura plus un car diesel. C'est un engagement fort politique, un engagement financier en ces périodes troubles. En plus, on vient d'avoir le rapport Woerth, donc on n'existera peut-être même plus en 2028. Dire que c'est un engagement fort, et après, il y a aussi le stock des 1043 cars scolaires à rétrofiter. Donc là, que ce soit sur les lignes régulières ou sur les cars scolaires, on part aussi sur du rétrofit. Pas uniquement un changement des cars, rétrofiter. Alors il y a du rétrofit électrique. On a été première région à labelliser, à homologuer un car rétrofité électrique. Et puis il y a d'autres régions qui nous précèdent dans le rétrofit hydrogène. Il peut y avoir du rétrofit biogène V. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut que, ensemble, les régions, on partage nos ambitions, on partage nos savoir-faire pour y arriver, parce que c'est un enjeu qui est considérable. Bien sûr, on a aujourd'hui une flotte aussi qui se développe de voitures en autopartage électrique. Donc là aussi, c'est du véhicule propre. À terme, quasiment 150 véhicules d'ici fin 2025, véhicules en autopartage, Rémi Autopartage, circuleront à travers la région. Donc c'est un engagement qui est très fort pour nous, qui est essentiel. C'est pas que de la façade, c'est pas du greenwashing, c'est véritablement un engagement important. Et vraiment remercier, parce qu'ils sont venus avec moi, ils ont couru, les services de la région, aujourd'hui et hier, les services de la région, qui nous accompagnent et nous font progresser, et souvent ont plus d'idées avant qu'on ait fini de parler. Donc un grand merci à vous toutes et tous.
Et bravo à la région Centre-Val de Loire. Je vous laisse tous deux rejoindre également notre photocall. Et aux transporteurs, il y a des représentants de Transdev et puis d'autres opérateurs de transport dans la salle. Je ne les oublie pas parce que sans eux, on n'y arrivera pas. Et bravo à eux également. Nous allons repasser au prix de l'offre intermodale. Alors nous pouvons repasser au prix de l'intermodalité, signale la régie, pour lequel, je le rappelle, les nominés étaient la région Normandie et deux réalisations de la région Nouvelle-Aquitaine. Édouard Reynaud, rebonjour. Et j'appelle François Poupard, directeur général des services de la région Nouvelle-Aquitaine, à nous rejoindre sur scène. Bonsoir, monsieur Poupard. Avant de vous donner la parole, Édouard Reynaud, vous travaillez avec les régions, et c'est bien sûr également le cas avec la région Nouvelle-Aquitaine. Est-ce que vous pouvez nous commenter déjà la victoire de la région, que vous connaissez bien, et puis dans un second temps, nous parler d'une réalisation ou d'un projet régional en Nouvelle-Aquitaine ou dans une autre région de France que porte Transdev? Je suis très heureux de remettre ce prix à François Poupard. D'abord, vous savez que c'est un DGS particulier parce que son prisme sur les mobilités est quand même très fort. On lui raconte pas n'importe quoi, on clarifie les choses, on se projette. Moi, je voudrais juste dire que la région Nouvelle-Aquitaine est une région pionnière. En tout cas, on parle beaucoup de SERM aujourd'hui, mais les cars express sont nés en région Nouvelle-Aquitaine. La ligne Créon-Bordeaux en est un exemple. Et systématiquement, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un coup d'avance à peu près tout le temps. C'est-à-dire que sur la dernière ligne de Car Express, il y a un financement avec Nouvelle-Aquitaine Mobilité, la métropole et la région. Donc il y a de l'innovation et de l'envie d'aller toujours plus loin. Je ne vous cache pas qu'on est quand même très présent à Bordeaux aussi, donc ça me fait énormément plaisir que ce prix soit ciblé sur TBM et sur les trains. Et je te laisse la parole, François. Merci. Désolé de mon retard, j'ai pris le train à moyenne vitesse depuis Bordeaux. Alors François Poupard, avant de nous parler des avaries sur le train, vous avez mis en place votre système TBM plus train depuis le 7 novembre dernier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de votre système et pour quel résultat aujourd'hui? Alors d'abord, je suis très fier de voir ce prix remis par Transdev. C'est vraiment un plaisir, un honneur. La coopération, je le confirme, avec Transdev est excellente. On espère même qu'elle va s'approfondir dans l'avenir, pour plein de raisons que tout le monde imagine très bien. En fait, c'est une brique du RER métropolitain. Le RER métropolitain, c'est des trains supplémentaires, de la cadence supplémentaire, des trains qui traversent la gare Saint-Jean et qui ne rebroussent pas comme c'était le cas auparavant, qui amenuisent la durée de transport pour traverser la grande ville, c'est-à-dire de Senon à Pessac, à 14 minutes, au lieu aujourd'hui de 3 quarts d'heure en train avec la correspondance, et puis de 1h30 ou 1h35 en tramway. Donc ça change complètement la géographie. Les gens désormais peuvent traverser facilement le fleuve, qui est un très large fleuve à Bordeaux, avec assez peu de traversées. Et les gens de la rive droite peuvent aller rive gauche. Nous avons réussi à anticiper la montée en cadence. Nous avons acheté 3 rames supplémentaires. Tout ça s'est fait en coopération très étroite avec la métropole, que je veux remercier ici. La métropole nous a aidé à financer les rames, puisque c'est quand même assez cher les rames de train. Et puis enfin, ce titre mixte, pour fixer les esprits, l'abonnement mensuel pour le tramway à Bordeaux pour TBM, c'est 43 €. On est passé à 53, 10 € de plus. Et ceci englobe le prix du train, évidemment, qui varie selon la distance, donc entre 20 et 70 €. Ça fait un titre qui est un peu plus cher que le tramway. Enfin, ça va quand même beaucoup plus vite. Les trains sont plus capacitaires, donc je pense qu'on a bien visé le niveau de tarif. Les trains ont été pleins. Les nouveaux trains qu'on a mis en circulation ont été pleins en même pas 2 mois. Donc le succès populaire est immédiat, avec des croissances de trafic. Les gens prennent plus le train, moins la rocade. Donc pour nous, c'est vraiment une réussite. Et bravo à la région Nouvelle-Aquitaine.
Édouard Reynaud, Monsieur Poupard, je vous laisse vous diriger vers le photocall pour une petite photo souvenir. Ah, en revanche, on garde le micro. Il est temps de passer au clou de cette cérémonie de remise des prix. Pour ce prix, il n'y a pas de nominé. Il récompense la région dont l'action a été jugée la plus méritante par notre jury et notre rédaction. C'est bien sûr le Grand Prix des régions. Et pour remettre ce prix, j'appelle Jean-Aimé Mougenot, directeur TER délégué chez SNCF Voyageurs, à me rejoindre sur scène. J'aimerais bien, si vous le permettez, que Magali Auvert, directrice de Région Bretagne, me rejoigne. Avec grand plaisir. Comme ça, je dis déjà qui a gagné, on est d'accord? Là, vous me coupez l'herbe sous le pied. C'est effectivement la région Bretagne qui est récompensée pour l'ensemble de ses réalisations. Et j'appelle également Michael Carnez, vice-président du Conseil régional de Bretagne, à me rejoindre. Que nous avons pu identifier ce soir à travers ces divers trophées, mais avec une ligne directrice tout de même, un regain d'intérêt pour le train, en particulier auprès des jeunes. Quelle est votre analyse de ce succès ? Je l'ai dit tout à l'heure à table ronde, le train rapide, pratique, pas cher, et il rajoute les jeunes, c'est bon pour la planète. Et ils sont nombreux. Et quelles sont les particularités que vous avez auprès de la région Bretagne que vous souhaiteriez mettre en avant ? Je crois qu'on a vu la Bretagne sous tous les champs et ils sont beaux. Aujourd'hui, c'est une très bonne chose. Ils sont à la pointe. Corrigo, je l'ai dit tout à l'heure, Corrigo à la pointe, c'était il y a 20 ans, et ça marche toujours superbement. La création de cette société d'économie mixte, Bretagne Mobilité, qui va permettre de faire de très belles choses, à la pointe sur les investissements. Je crois que la Bretagne a su faire, avec d'autres régions bien sûr, du ferroviaire, la colonne vertébrale de la mobilité dans la région, et donc c'est pour ça que je suis très heureux de vous remettre ce prix qui salue la politique de la région en matière de mobilité, et avec Magali Auvert qui va vous le remettre, qui est que vous connaissez bien et qui est très heureuse de vous remettre ce prix évidemment. Bravo. Michael Carnez, la région Bretagne récompensée du Grand Prix pour votre action globale dans le domaine des transports régionaux. Est-ce que vous pouvez nous commenter cette belle victoire et nous donner quelques éléments, peut-être chiffrés, sur les raisons qui, selon vous, ont poussé à être récompensé ce soir ? Je pense qu'un certain nombre de chiffres ont déjà été donnés, mais ceux qui nous tiennent le plus à cœur, je le dis, c'est nos chiffres du quotidien. C'est ceux qui nous permettent de dire qu'on a le meilleur TER de France. Et ça, c'est pas rien. 97% de régularité, 96% de satisfaction des usagers, 46% de saut d'offre depuis 2019. Donc c'est vrai que ça en fait un moyen de transport qui est aujourd'hui plébiscité. Et tout à l'heure, lorsque nous venions ici, je narrais les batailles du rail que nous avons dû mener il y a quelques années. Il se trouve que je suis l'élu de Quimperlé, le maire de Quimperlé, et qu'il y a des femmes et des hommes qui, il y a encore quelques années, se mettaient en travers des rails pendant plus de 50 dimanches pour que les trains continuent de s'arrêter et qu'on ne ferme pas notre gare. Donc c'est la revanche du train que nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Et partout en Bretagne aujourd'hui, il y a une appétit de train. C'est quelque chose d'assez fou d'ailleurs que de voir que à la fois les citoyens, ils ont des préoccupations du quotidien, c'est l'emploi, c'est la fin du mois, c'est leurs soucis de santé, c'est leur vie de famille. Et aujourd'hui, en tant qu'élu local et élu régional, moi, on m'interpelle sur la question des mobilités. Faites améliorer les mobilités, travaillez pour cela. Et avoir cette chance du travail qui a été fait toutes ces dernières années, alors en partenariat évidemment, partenariat avec l'État, avec SNCF Réseau,
avec TER, qui est notre opérateur historique, avec lequel nous venons de reconventionner jusqu'en 2033, parce que tout à l'heure on parlait de la mise en concurrence, mais quand vous avez le meilleur train de France, vous n'avez pas envie de le mettre en concurrence. Et voilà. Non, mais je le dis, et on a beaucoup travaillé, et on les a... on les a mis devant leurs responsabilités. La mise en concurrence, oui, c'est possible, mais un opérateur historique qui a des résultats avec nous aussi bons, eh ben, on les a matchés. Et je pense qu'on a bâti une convention jusqu'en 2033 qui est une convention très très forte. Ça vaut pour nos TER, ça vaut pour nos TGV, parce qu'on a une convention qui est unique aussi, je crois, pour nos TGV. Et donc on peut monter, nous, dans nos TER et nos TGV avec notre carte Corrigo. Donc ce sont des sujets extrêmement importants. Tout à l'heure, on parlait de la mise en concurrence. Je voudrais dire que la mise en concurrence, elle ne peut être que positive que si vous avez les moyens de la mise en concurrence, et donc des renforts d'offres. Et je tiens à le redire ici, c'est que face aux enjeux qui sont les nôtres collectifs, de décarbonation, avec les sujets qu'on a évoqués tout à l'heure, il va falloir, voilà, et le député était tout à l'heure, était là, Jean-Marc Zulesi, je ne sais pas s'il est encore là, l'auteur de cette loi SERM, il nous a dit qu'il était prêt au dialogue, le gouvernement aussi, mais il va falloir une réforme en profondeur du financement des mobilités, sinon personne ne sera au rendez-vous. Et donc sachez qu'en région Bretagne, on ne l'a pas évoqué, mais nous portons des propositions de modifications législatives nous permettant d'arriver à terme à faire en sorte que les régions de France, au sein de l'ARF, puissent avoir les moyens de leurs ambitions sans mettre en difficulté les autres AOM, que sont les métropoles et les intercommunalités, parce qu'il nous faudra des moyens financiers massifs pour être au rendez-vous de ce choc d'offres qui est aujourd'hui attendu. Donc ce prix, c'est le fruit d'un cocktail gagnant, et je tiens à saluer aussi... Marie Le Cuy-Proust qui était là, Fabrice Gérard, qui sont DGA et directeurs des mobilités à la région Bretagne, qui m'ont accueilli il y a 2 ans et demi pour porter ce drapeau. Après, Gérard Lahellec, qui a été un vice-président historique des mobilités en Bretagne. Et aujourd'hui, quand on discute de ce sujet avec mes collègues élus au Conseil régional de Bretagne, tout le monde a conscience qu'il faut être au rendez-vous de ce saut d'offre, des mobilités du quotidien. Et tous mes élus, quelle que soit leur délégation, quand bien même il y a parfois des discussions un peu difficiles sur la question du budget, depuis 2 ans et demi, j'ai la chance d'être un vice-président dont le budget est pas ou peu discuté, parce que l'ambition est là, elle est présente, et il y a une vraie attente de nos concitoyens pour améliorer les mobilités du quotidien, dont la colonne vertébrale est le train, c'est très clair, parce que c'est celui qui permet de massifier le plus. Évidemment, on travaille aussi sur tout ce qui a pu être dit, c'est-à-dire les autres réseaux de transport, le car, les bus à haut niveau de service, les TCSP, les SDAGT avec Rennes, avec Brest aussi, on travaille sur tous ces sujets-là. On travaille évidemment sur les plateformes de mobilité solidaire avec Wesgo et tous ces sujets. On travaille évidemment sur... toutes les possibilités de mobilité, le vélo, l'emport des vélos, les vélos à proximité de nos gares. Mais le sujet, c'est faire du train le vecteur massif des mobilités du quotidien de demain. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on met autant de moyens en région Bretagne. Et je sais que mes collègues sont convaincus aussi dans leur région. On met autant de moyens financiers pour être au rendez-vous des attentes de nos concitoyens. Donc, oui, c'est un vrai bonheur que de recevoir ces prix pour tout le travail qui a été fait toutes ces dernières années. Et puis, on espère pouvoir recevoir dans quelques années à nouveau ce prix, parce que je pense qu'il sera décerné à d'autres régions, et c'est très bien. Mais dans quelques années, quand on sera au rendez-vous, de 2030, du CERM et tous ces sujets, et qu'on aura encore bien travaillé. Merci. C'est évidemment tout ce qu'on peut vous souhaiter. Bravo à la région Bretagne une nouvelle fois. Je vous laisse tous 3 vous diriger vers notre photocall pour une dernière photo. Et avant de clôturer cette soirée, je vais demander à l'ensemble des remettants et des lauréats de bien vouloir venir une dernière fois sur scène pour une petite photo de famille. Au nom de l'ensemble des équipes de VRT, je remercie tous nos partenaires dont vous voyez les logos s'afficher derrière moi, grâce à qui cet événement, bien sûr, est possible. Je vous souhaite donc une très belle soirée et n'hésitez pas à venir prendre avec nous un verre de l'amitié. Très bonne soirée.